L'objectif de cette vidéo va être de concevoir une simulation informatique nous permettant de simuler la déviation des rayons lumineux aux alentours d'un trou noir pour en générer une image. Pour ce faire, on va s'intéresser à un trou noir très simple qui n'évolue pas dans le temps. On va imaginer qu'en face de ce trou noir se place un observateur à une certaine distance d, et que cet observateur regarde les étoiles aux alentours qui sont représentées par une immense sphère à l'infini. Les étoiles génèrent des rayons lumineux qui vont être déviés par le trou noir jusqu'à arriver à nos yeux. Mais on peut également modéliser le système dans l'autre sens, comme si l'on reculait dans le temps, et imaginer que c'est plutôt l'observateur qui envoie des rayons lumineux vers les étoiles. Cette situation complètement équivalente sera beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Pour décrire la trajectoire d'un photon lumineux autour du trou noir, on va se placer dans un système de coordonnées sphériques. On va donc disposer de 4 coordonnées, le temps, multiplié par la vitesse de la lumière afin d'avoir une quantité qui a la dimension d'une longueur, la distance radiale au trou noir que l'on va noter r, et 2 angles θ et φ qui vont représenter la colatitude et la longitude. On choisit des coordonnées sphériques car le problème lui-même a une symétrie sphérique. En effet, si on tourne le trou noir sur lui-même, le problème ne change pas. De même, pour des raisons de symétrie, on voit facilement que si l'on envoie un photon vers le trou noir, le mouvement de ce dernier se fera dans un plan. On peut donc simplifier le problème en éliminant la coordonnée de colatitude θ et en se plaçant dans un plan en coordonnées polaires r, φ. Pour chaque pixel de l'image que l'on va générer, on va envoyer un photon lumineux dans cette direction et regarder vers quelle étoile le photon arrive. Cela nous dira quelle étoile est visible lorsqu'on regarde dans cette direction. Le problème est maintenant de décrire la trajectoire d'un photon. L'étape la plus complexe va être d'implémenter la relativité générale dans notre programme. Pour ce faire, on va principalement s'appuyer sur 2 équations. D'une part, l'équation des géodésiques, qui est une équation différentielle permettant de décrire l'évolution de la trajectoire d'un objet. D'autre part, l'équation d'Einstein, qui relie la courbure de l'espace-temps à son contenu. Dans le problème qui nous intéresse, les photons vont se propager à travers le vide. Au niveau de la position du photon, le contenu de l'univers est donc vide, et les tenseurs énergie-impulsion qui interviennent dans l'équation d'Einstein vont donc s'annuler. Il nous reste ainsi une équation beaucoup plus simple, qui nous donne que le tenseur de Ricci doit être nul. Le tenseur de Ricci est une quantité à 16 dimensions qui est directement liée à la courbure de l'espace-temps. En effet, le tenseur de Ricci s'obtient à partir de la contraction d'un tenseur de courbure, qu'on appelle le tenseur de Riemann, qui s'obtient lui-même à partir des symboles de Christoffel. Le symbole de Christoffel, ou connexion affine, s'obtient également à partir d'un autre tenseur qu'on appelle le tenseur métrique. Le tenseur métrique est le tenseur le plus important qui va nous intéresser. C'est ce tenseur qui va décrire comment nos coordonnées se comportent à travers la courbure de l'espace-temps. En résolvant l'équation d'Einstein dans le vide, qui nous dit que le tenseur de Ricci doit être nul, on arrive à obtenir la forme du tenseur métrique, G mu nu. C'est ce qu'on appelle la métrique de Schwarzschild. La métrique de Schwarzschild fait intervenir une quantité qu'on note grand R S, qui a la dimension d'une distance et dont la valeur est donnée directement par la masse du trou noir. C'est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild. Il correspond en mécanique classique au rayon de l'horizon des événements. L'expression du tenseur métrique va nous permettre de relier l'intervalle d'espace-temps aux différents intervalles de nos 4 coordonnées. Cette expression permet en quelque sorte de mesurer la distance entre 2 points à travers l'espace-temps courbé. Dans le cas qui nous intéresse, les objets qui se déplacent à travers l'espace-temps sont des photons. Les photons n'ont pas de masse, ils se déplacent à la vitesse de la lumière. Par conséquent, l'intervalle d'espace-temps ds carré doit être donné par un intervalle de type lumière, c'est-à-dire un intervalle nul. On obtient ainsi une première équation qui va nous intéresser par la suite. D'autre part, on va également utiliser l'équation des géodésiques qui permet de relier la variation de vitesse des objets
pour chaque coordonnée en fonction de la courbure de l'espace-temps. Lorsque l'on résout ces deux équations, on aboutit finalement à une équation différentielle qui fait intervenir une variable u qui représente l'inverse de la coordonnée r, c'est-à-dire l'inverse de la distance qui sépare le photon du trou noir. Cette équation décrit l'évolution de u, et donc l'évolution de la distance du photon au trou noir, en fonction de phi, c'est-à-dire l'angle qu'il forme dans le plan en coordonnées polaires. Cette équation différentielle est très complexe à résoudre car elle n'est pas linéaire, elle fait intervenir un terme en u carré. Par conséquent, dans notre simulation, on va résoudre l'équation de façon numérique, en faisant une approximation par la méthode d'intégration d'Euler. Tout d'abord, on va considérer nos conditions initiales. Le photon se situe en premier lieu à la distance d, au niveau de l'observateur, et on va l'envoyer avec un angle alpha. Pour l'angle phi égale 0, on a donc que la variable u vaut 1 sur d, c'est-à-dire l'inverse de la distance entre l'observateur et le trou noir. De la même façon, grâce à l'angle alpha, qui nous donne la direction du photon, on peut obtenir la dérivée de u par rapport à phi à l'instant initial. À partir de ces conditions initiales, on va pouvoir faire évoluer le photon grâce à notre équation différentielle. Pour ce faire, on commence par choisir une toute petite variation de l'angle phi, que l'on va appeler delta phi, et à chaque instant, on va incrémenter l'angle phi de cette petite variation et ajuster la vitesse et la position du photon grâce à notre équation différentielle. Pour faire simple, à chaque instant, on ajoute l'accélération à la vitesse et on ajoute la vitesse à la position. En appliquant cette méthode, avec une valeur de delta phi suffisamment petite pour avoir une bonne précision, on va pouvoir prédire la trajectoire du photon en fonction de l'angle qu'il forme par rapport au trou noir. Si le photon est capturé par le trou noir, c'est-à-dire que sa distance est plus petite que le rayon de Schwarzschild, on le fait disparaître et on affiche un pixel noir à l'endroit qui correspond à cette direction. Si le photon n'est pas capturé, on attend suffisamment longtemps pour que le photon soit suffisamment éloigné du trou noir et que sa direction soit stable. À partir de cette direction, on en déduit l'angle d'incidence du photon par rapport aux étoiles et par conséquent, l'étoile qui va être vue lorsqu'on regarde dans la direction selon laquelle on a envoyé le photon. En répétant ce procédé pour chaque pixel, on obtient une image fidèle à la réalité qui utilise la relativité générale pour prédire la déviation des rayons lumineux dans la courbure de l'espace-temps autour d'un trou noir statique. Pour aller plus loin, on peut se donner une idée de l'apparence d'un disque d'accrétion autour du trou noir en plaçant un disque en 3D légèrement incliné pour regarder comment les rayons lumineux déforment son image. Enfin, pour conclure, cette simulation n'est pas parfaite car elle néglige certains phénomènes, comme par exemple la modification de l'intensité lumineuse au cours de la trajectoire.